plus beaux métiers du monde ou la passion dévorante du marché de l'art. Lorsque l'on est passionné, on a l'habitude de dire de son métier qu'il est le plus beau du monde. Mais alors, le plus beau métier du monde, quel est-il? Et comment est-il défini par ceux qui l'exercent? Nous parlons de passion, mais quelle passion plus fantasmée, plus dévorante que celle que l'on a pour l'art? Alors quoi de mieux que l'écoute d'un podcast pour permettre la rencontre avec ces métiers qui font la richesse du marché de l'art? Bonjour Vincent Leroux. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps et bienvenue au micro des plus beaux métiers du monde. Donc vous êtes expert en porcelaine et faïence européenne du 16e au 20e et vous êtes également le directeur de la galerie Théorème à Paris. On est dans le 7e arrondissement. 7e arrondissement. On va commencer ce podcast avec une question que je pose de manière assez récurrente depuis le début. Lorsque vous étiez enfant ou adolescent, est-ce que vous vous imaginiez déjà devenir expert ou aviez-vous un attrait particulier pour la céramique? Pourquoi se spécialiser en céramique au cours de votre parcours? Alors, je suis effectivement expert en céramique d'Europe, mais également d'Asie. Je commence au temps moderne, c'est-à-dire à la Renaissance italienne pour l'Europe, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime au 19e siècle. Et pour l'Asie, pareil, les temps modernes, c'est-à-dire la dynastie, je commence à la dynastie des Ming, et c'est surtout la dynastie des Qing, où il y a 3 empereurs importants, qui sont l'empereur Kangxi, l'empereur Yongzheng et l'empereur Qianlong. Durant ces règnes, il y a eu énormément de créations céramiques en Asie, certaines pour le palais impérial et la cour, et d'autres qui ont été exportées vers le Vietnam, vers la cour du Vietnam d'ailleurs, à Hue, vers l'Indonésie et aussi vers l'Occident, grâce aux découvertes des marchands portugais qui ont commencé les premiers à naviguer en haute mer et qui ont réussi à passer le cap de Bonne-Espérance à la fin du XVe siècle et qui ont ensuite été aux Indes et au Japon, en Chine. Et ils ont découvert cette magnifique porcelaine qui était déjà connue auparavant puisque c'était, souvenez-vous, les voyages de Marco Polo. Et dans ce voyage, on a rapporté quelques porcelaines de l'époque Yuan, c'est-à-dire du XIVe siècle, qui nous étaient inconnues. C'est pour ça que l'étymologie porcelaine vient du coquillage qui s'appelait porcellana, qui est un coquillage très nacré que l'on trouvait sur les côtes de Ligurie. Pour revenir donc à cette spécialité, j'avoue que j'ai enfant baigné dans un monde peut-être ouvert, puisque j'avais un grand-père voyageur, un père qui faisait de la décoration. Et ça m'a toujours plu. Et enfant, comme certains gamins qui allaient avec 5 francs acheter des carambars dans une confiserie, moi, avec mes 5 francs, j'allais chez l'antiquaire ou chez le brocanteur à 10 ans, 11 ans, et je demandais qu'est-ce que je pouvais avoir pour 5 francs, et je regardais les objets et j'essayais d'acheter à toute fin. D'accord, donc déjà l'esprit de la collection depuis votre jeune âge. Voilà, très tôt. Et dans votre parcours après universitaire, qu'est-ce qui a fait que... En fait, j'ai eu la chance de ce métier, à la fois de marchand, antiquaire, expert. C'est une profession qui tient des rencontres et également des compétences, c'est-à-dire qui sont liées aux connaissances, des connaissances livresques, des connaissances théoriques, mais surtout au contact. Et j'ai eu la chance de rencontrer des collectionneurs qui ont bien voulu me montrer leur collection et m'ouvrir leur vitrine. Toucher les objets, c'est très important. Il faut également connaître évidemment la technologie, la construction d'un objet. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'aller dans les anciennes faïenceries ou par exemple voir les fours de la manufacture de Sèvres pour mieux appréhender la construction de l'objet et tout cet aspect technique. Mais on est obligé aussi, et c'est aussi un plaisir, on n'est pas seulement obligé, d'avoir des compétences aussi dans d'autres domaines. Tout en étant très spécialisé, on est aussi encyclopédique. Par exemple, sur certaines pièces, sur certaines porcelaines, vous avez des décors d'oiseaux. Donc, on est obligé de se mettre à l'ornithologie et comprendre les planches de botanique. Si on a des décors floraux très spécifiques, voilà. On doit connaître la mycologie, les champignons. Vous voyez, on doit en fait un peu tout connaître. Évidemment, il y a 2 sommes qui sont très importantes dans ce travail. C'est de connaître aussi l'histoire de la mythologie grecque et romaine, et également l'Ancien Testament. Et ces 2 sources sont très importantes puisqu'on retrouve beaucoup d'œuvres qui sont peintes d'après des dessins ou des gravures.
Et pour reconnaître un décor spécifique, c'est bien d'avoir cette compétence également. Donc vous voyez, c'est très large. Pour arriver seulement à identifier une porcelaine, non seulement vous avez la géographie de l'endroit où elle a été créée, ou une faïence, hein, bien sûr, mais vous avez aussi le décor et puis la fonction de l'objet. Vous avez le nombre de plats, d'assiettes, mais vous avez aussi des pièces de forme que, au premier coup d'œil, on ne saurait pas comprendre et interpréter à quoi elles pouvaient servir. Donc on est obligé de se remettre également dans l'art culinaire, dans l'art de la table, aller dans les cuisines anciennes des châteaux. C'est un parcours un petit peu de détective, mais de détective après meurtre, sur les objets, leurs fonctions, etc. D'accord. Et donc vous avez créé votre galerie au bout de... Dans les années 80, et j'avais eu la chance de travailler, bon, j'ai fait comme tout le monde l'école du Louvre, mais j'ai eu la chance de travailler pour un cabinet d'expertise qui travaillait avec l'État, et qui était un cabinet qui travaillait beaucoup dans le domaine d'assurance agricole et industrielle, mais il y avait un département art, et donc ce département était très intéressant pour moi parce que j'étais tout jeune homme et j'ai pu ouvrir des vitrines de musées qui étaient dans des régions ou possédées par des villes, comme le musée de la faïence, par exemple, le musée Gallet à Creil, et dans lequel j'ai fait toute l'expertise dans les années 85, 87 des collections céramiques. Et il existe encore des cabinets d'expertise d'État ou est-ce que c'est plus... Non, c'est pas exactement d'État, c'est un cabinet qui travaillait avec l'État, indépendant. D'accord. Voilà. Oui, il y aura toujours des cabinets d'expertise puisque et les départements d'art. Les assurances, voilà. D'accord. Il y a besoin de réassurer des œuvres, quoi. D'accord, très bien. Même pour l'État, les collectivités régionales ou locales, quoi. Et donc, pour réagir à ce que vous disiez sur la pluralité des connaissances que vous devez avoir en tant qu'expert, est-ce que vous pourriez peut-être réagir donc sur l'étymologie de ce mot, qui vient du latin expertus, éprouvé, qui a fait ses preuves, donc l'expert qui connaîtrait tout finalement, ou au contraire le participe passé de ce mot, expérir, qui dit éprouver et faire l'essai de, tenter de réaliser. Donc diriez-vous que finalement être expert, c'est justement sans arrêt faire l'essai de et sans arrêt découvrir un objet, au-delà de maîtriser un savoir qui serait abyssal? Alors, ce qui est intéressant, c'est justement dans ce mot éprouver ou essayer. Moi, je suis dans une chambre d'expertise très intéressante qui s'appelle la CNES, qui est la Chambre nationale des experts spécialisés. Et on éprouve au sein de cette chambre, justement, l'accès à certaines connaissances. Mais moi, je mets un lien, un parallèle en tout cas, avec la médecine. En médecine, on travaille sur le diagnostic. Et le diagnostic, c'est vrai que dans notre domaine, c'est immédiat. On dit non, ça c'est pas bon, c'est un faux, d'une manière très péremptoire. Et les gens sont peut-être intrigués de savoir pourquoi et comment je peux affirmer que leur objet est faux en un instant. Eh bien, comme en médecine, il y a 6 ans de médecine, 3 ans ou 4 ans de spécialisation, l'internat, il y a 15 ans, grosso modo 15 ans d'études. Et puis on continue sans arrêt, lorsqu'on est cardiologue par exemple, à faire des stages et assister à des universités spécialisées. Et nous, c'est un petit peu pareil. On continue sans arrêt d'avancer et d'évoluer. Très jeune, je me suis par exemple intéressé au faux. Et ça paraît paradoxal maintenant, mais à l'époque, les gens s'intéressaient aux bonnes pièces et pas aux faux. Mais c'était nécessaire de bien reconnaître les faux et justement leur technologie, leur manque de ceci ou de cela, qui est un peu un secret en fait. J'ai eu quelquefois en face de moi des gens et je me suis aperçu que c'était des faussaires. En fait, ils n'étaient là que pour me montrer un objet et voir si ça passait. Et moi, je me suis aperçu que donc ces gens étaient des faussaires et évidemment, je n'aurais pas dit pourquoi c'était faux. Ça, c'est le travail d'expert. Je peux affirmer pourquoi, je peux éventuellement l'expliquer, mais pas face à une personne qui va retravailler le sujet pour la rendre bonne. Alors, les faux, c'est surtout... c'est pas seulement récent, il y a des faux au 19e siècle. Il y avait par exemple une maison qui s'appelait c'est une maison de céramique qui s'appelait la maison Sanson à Paris. C'était pas tout à fait des faussaires, c'était plutôt des copistes. Mais ils mettaient leur marque stylisée et à côté ils mettaient une fausse marque de la manufacture. Par exemple, s'ils faisaient du faux chantilly, ils mettaient un corps de chasse. Et souvent, les personnes qui achetaient ces pièces, quelquefois, rodaient la marque de Sanson et laissaient l'autre pièce pour perturber un peu les gens et leur vendre comme bonne. Donc, vous voyez, l'incidence du faux, c'est déjà très ancien. D'accord. Donc finalement, oui, c'est sans arrêt faire l'essai de quand on est expert, plus qu'autre chose. Oui, on doit rester sur le qui-vive.
Ok. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, un bel objet? Ou qu'est-ce que la vue de ce bel objet suscite en vous? Alors ça, c'est profondément objectif. Moi, je ne peux être que subjectif. Oui. Est-ce que je vais être plus sensible à la porcelaine? Est-ce que je vais être plus sensible à la faïence? Mais selon vous. Vous voyez, là on rentre dans des domaines, je dirais, très particuliers et très personnels. J'ai des confrères qui ne vont s'intéresser qu'aux porcelaines tendres de Vincennes, de Sèvres et de Chantilly. D'autres qui ne vont s'intéresser qu'aux faïences populaires, notamment les créations de Nevers de la seconde moitié du XVIIIe. Moi, je le redis, je suis tout à fait encyclopédiste sur la céramique, tout m'intéresse. Ça pourrait être mon problème, mais ça me permet de voir large. Et je peux aussi bien m'intéresser à une majolique italienne de la Renaissance qu'à une porcelaine de Chine créée sous la période de l'empereur Kangxi. Donc je pense qu'il y a des éléments d'ailleurs très probants entre l'Occident et l'Orient, et c'est ça qui m'anime beaucoup, c'est-à-dire que ces voyages qui ont permis aux Portugais puis aux Hollandais qui ont supplanté les Portugais sur les mers d'accéder à l'Orient rêvé, a permis dans les deux sens d'intervenir et de créer des objets qui ont été avec des ponts, des passerelles, des interférences, évidemment des échanges, de la communication déjà dès le XVIe siècle. Et donc, vous êtes également collectionneur, si je ne... Alors, on peut dire deux choses. Si on est collectionneur dans sa spécialité, c'est un peu compliqué vis-à-vis de l'acheteur, du vrai collectionneur et de l'amateur d'art, parce que on est un peu à la source des objets, donc on va quelque part tricher puisqu'on va essayer d'acheter le plus bel objet pour soi. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu de ce qu'on appelle la maladie de porcelaine, qui est un terme un peu, qui est pas un terme ironique, mais qui est un terme amusant, qui est lié à un ouvrage qui a été créé sur les amateurs fous de collections qui ne pouvaient s'arrêter d'acheter, comme notamment les lecteurs de Saxe et roi de Pologne, Auguste Lefort, qui était un des plus grands collectionneurs au monde de porcelaine, de Chine, de Japon, et qui les a fait copier dans sa manufacture à Meissen. Et donc c'est un très grand collectionneur qui a par exemple vendu une garnison, un ensemble de soldats de ces garnisons pour acheter des vases en porcelaine à Frédéric de Prusse, qui l'a tout de suite envahi avec les soldats, justement. C'est très amusant. Je reviens à l'idée de collection. Moi, j'essaye plutôt de garder des documents, des pièces même accidentées, qui sont caractéristiques de leur temps, qui sont des témoignages des grandes créations des manufactures de porcelaine et de faïence en Europe et en Asie. Donc je garde peu, mais c'est plutôt davantage des documents. La Chine d'exportation, par exemple, ça peut être une faïence de la fin du XVe, mais qui est fêlée, mais qui m'intéresse comme document. Et j'essaye de vendre aux clients les plus beaux objets. En fait, l'hommage que je dois rendre aux clients, c'est pas seulement de la beauté, mais il y a un marché de l'art derrière quand même. Et ce marché de l'art permet justement les échanges. Et j'estime qu'un client qui fait l'effort de faire quelquefois 300 km pour venir nous acheter lors d'une vente publique un objet, eh bien c'est lui qui mérite l'objet. On fait de la passation. Et si jamais je gardais les objets ou je les collectionnais, quelque part vis-à-vis du client, je trouve que je jouerais pas le jeu. D'accord. Et du coup, quel argument vous donnez à vos clients justement pour dire que c'est un bel objet? Ou est-ce que le client vient déjà avec une idée du beau et après vous changez sa vision peut-être? En fait, vous avez déjà répondu dans votre question. Le client souvent est quelquefois plus pointu que l'expert parce qu'il va être soit très spécialisé. On va prendre un exemple, la pharmacopée du XVIe-XVIIe siècle, de la Renaissance italienne, et puis suivant cela, des fabriques françaises qui ont créé donc des pots de pharmacie, des chevrettes qui sont des verseuses pour le sirop, etc., des albarelli qui sont des pots dans lesquels on mettait des poudres, des pots à onguents, etc. Tous ces amateurs collectionneurs de pots de pharmacie et d'objets autour de la pharmacie et l'apothicairerie sont déjà souvent des gens pointus. Ça peut être par exemple des médecins ou des pharmaciens, mais pas que. Et souvent, ils connaissent déjà l'inscription latine qu'il y a sur un pot de pharmacie qu'on va leur présenter. Ils connaissent souvent la provenance. Ils sont déjà assez pointus. Nous, alors ça nous intéresse beaucoup, bien sûr, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est les jeunes collectionneurs qui démarrent des collections. Parce que ça, c'est très important qu'il y ait un renouveau dans les amateurs et les collectionneurs.
Et ils ont quel âge à peu près, ces amateurs? Alors, souvent, dans le domaine de la faïence, ils sont très âgés. Ils ont entre 70, 80, 90 ans. Ils ont tout. Ils ont tout vu. Et c'est très rare de les émouvoir parce qu'il faut leur sortir le violon de faïence ou une licorne ou un objet non connu. Voilà. Et les jeunes collectionneurs, eux, démarrent. Mais c'est plutôt... On a plus de jeunes collectionneurs dans le domaine de la porcelaine que dans la faïence. La faïence, actuellement, notamment les faïences françaises, sont un peu les délaissés. Pourtant, il y a un marché régional très fort. Si par exemple vous trouvez une faïence de Samadey, qui est dans les Landes, du XVIIIe siècle, vous allez avoir plusieurs amateurs collectionneurs dessus. Et vous allez sortir une faïence de Montauban ou de Bordeaux, il n'y aura plus personne parce que les gens ont quitté ce monde et ne sont plus là. Il n'y a pas eu de renouveau et de jeunesse dessus. Donc il y a un vrai travail à faire pour relancer des nouvelles collections. Et justement, est-ce que vous pourriez, c'est un peu ambitieux, mais nous donner 3 arguments pour donner envie justement à des jeunes collectionneurs de démarrer une collection de faïence ou de porcelaine? Alors, le départ, c'est quelquefois, vous avez l'habitude d'aller chez votre grand-mère. Elle vous fait un goûter, etc. Et puis un jour, malheureusement, avec le temps, c'est irréversible. Elle va disparaître. Et puis, vous allez avoir un regard sur un objet qui a toujours été là, mais que vous n'avez jamais regardé vraiment. Et puis, vous allez le prendre en main, en souvenir. Et puis, vous allez même demander à vos parents de le garder pour vous, en souvenir de votre grand-mère. Et cet objet, par exemple, c'est une faïence. Et pourquoi cette démarche vers cette faïence plutôt qu'un bronze ou qu'autre chose ou qu'un tableau? C'est un peu inexplicable, mais c'est de l'ordre de la sensualité, puisqu'on touche l'objet, on l'a en main, on sent la glaçure, on voit le décor, on voit la forme, et là, c'est déjà le premier coup de foudre. Et après, vous êtes triste, vous promenez en ville, et puis vous voyez un marchand d'art, vous entrez dans une salle des ventes, et vous voyez qu'on vend la même chose. Alors, vous y intéressez. Et puis, vous vous demandez d'où ça vient, comment ça se fait c'est un multiple, ou bien c'est une pièce qui pourrait faire pendant avec celle que vous avez. Donc, vous voyez, il y a tout un cheminement comme ça qui est un peu de l'ordre on dit des jeux de la vie et du hasard, mais c'est peut-être, on sait pas si c'est du hasard. Voilà. Et voilà. Et puis, donc, après, on refait le chemin en sens inverse. On essaye de comprendre pourquoi on s'est intéressé à cet objet, quelle est son histoire, pourquoi il était chez votre grand-mère, et à quoi il a servi, à qui il a servi, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a des gens qui sont nés dans le luxe inouï d'une propriété de famille avec beaucoup d'objets, donc ils ont eu cette sensibilité très tôt. Et puis d'autres qui par le hasard des choses, ou vont faire un grand voyage et puis vont découvrir qu'il y a une épave qui a été remontée par des marins avec des tas de porcelaine cassées à l'intérieur, et ça va les émouvoir. Ils vont voir ça, ils vont faire une recherche historique, ils vont en trouver chez le brocanteur du coin, ils vont en rapporter, et puis ils vont s'intéresser davantage à ces objets fabriqués en Chine. Et puis après, donc il y a les musées, les collections, etc. Quel livre est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui aimerait débuter en céramique? Enfin, en tout cas dans le... Oui, dans le domaine de la céramique. Alors là, vous pouvez dire céramique parce que céramique, c'est le nom vraiment de tout ce qui est dans les arts du feu et qui est cuit. C'est-à-dire la porcelaine, la faïence, le grès, la terre vernissée, ce sont des céramiques. D'accord. Voilà, tout est céramique dans ce domaine. Alors en fait, il y a 2 ouvrages. Il y a un ouvrage qui est un roman, presque un roman policier, qui traite de la faïence, qui s'appelle Le violon de faïence. D'accord. Ça a été écrit au début du XXe siècle par Champfleury, qui était conservateur du musée de Sèvres. D'accord. Il a eu une vie assez extraordinaire, assez invraisemblable. Et le violon de faïence est un peu, je parlais tout à l'heure de licorne, mais c'est un peu le Graal pour le domaine des collectionneurs, parce qu'il y en a très peu. Il y a beaucoup de violons de faïence qui sont du 19e siècle, qui sont des copies, mais il existe quelques pièces qui sont surtout en faïence de Delft. Alors, je ne sais pas si on pouvait être virtuose et pouvoir jouer avec, mais en tout cas, c'est une pièce vraiment remarquable et maîtresse. On en voit une notamment au Rijksmuseum d'Amsterdam. Donc, ce petit roman qui se lit très vite, c'est un parcours rapide, est plein d'incidences avec ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire la collectionnite aiguë, la maladie de la porcelaine. Et alors, l'autre ouvrage à lire, c'est un ouvrage sur la vie de Monsieur Loup.
Siti Lu, c'était un marchand qui est arrivé de Chine en France et qui a créé d'ailleurs, grâce à un architecte qui s'appelait Bloch, dans les années 30, une pagode dans le 8e arrondissement de Paris, et qui est une pagode tout à fait en rouge. Donc c'est à l'emplacement d'un immeuble, vous avez une vraie pagode dans laquelle il exerçait son métier. Et il y a un ouvrage qui a été créé par Géraldine Lenain qui s'appelle Monsieur Lou, le roman d'un marchand d'art asiatique. Donc c'est toute sa vie en Asie, ses choix d'objets à apporter en Europe, notamment en France, puisqu'il s'est installé à Paris, et la manière dont il faisait commerce des antiquités chinoises. D'accord. En tout cas, merci pour ces références. Et alors, nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast. La question signature du podcast: est-ce qu'à vos yeux, vous exercez le plus beau métier du monde? Certainement. En tout cas, l'un des plus beaux métiers du monde. Oui, comme je vous le disais, il est très, très, très complet. Et c'est un métier passionnant. Et dans notre métier, d'ailleurs, c'est presque une profession de foi. On ne prend pas sa retraite, on meurt sur les planches, comme les comédiens. C'est vrai, quelque part, mais donc c'est ce qui fait de ce métier quelque chose d'assez fantastique, en tout cas. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Et voilà, merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Merci. Nous remercions Edgar Payet pour son aide précieuse lors de cet entretien. Et nous terminons par un extrait de Vente aux enchères présenté par Monsieur Leroux. Alors le 201 Arsino Tibeto, c'est important et très beau Bouddha en bronze doré. Veuillez noter qu'il y a quelques usures et quelqu'un a effacé un peu la patine pour voir l'or sur le bronze. Voilà. Nous commençons à 20 000. Et nous commençons à 20 000 pour ce joli Bouddha. 20 000 nous sommes, à 20 000. 20 000, 22 000, 25 000, 28 000. En voulez-vous 30 000? 30 000, 30 000, 32 000. En voulez-vous 35 000? 35 000, 35 000. On est à 155 000. En voulez-vous 160 000? 160 000. 160 000. En voulez-vous 165 000, monsieur? 160 000, l'enchère est au téléphone, pas en salle. À 165 000, l'enchère est en salle, plus au téléphone. En voulez-vous 170 000? 170 000. En voulez-vous 175 000? Non, mais c'est nous qui vous remercions, monsieur. À 170 000, l'enchère est au téléphone. À 170 000. C'est ce qu'on dit, 175 000, monsieur l'expert. Non, c'est pas mieux. Non. À 170 000, la juge à 170 000. Au téléphone, l'enchère. Adjugé 170 000, merci de vos enchères. C'était Les plus beaux métiers du monde. Nous vous remercions pour votre écoute. Prise de son, montage, mixage, Inès Allard. Interview et écriture, Prudence Basset. Partenariat avec la maison de vente Evrard et Fabre.